Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Lundi Sport. On y va tout de suite pour le menu. Le Père Noël est déjà arrivé chez les cyclistes de Côte d'Ivoire. Des vélos neufs et du matériel estimé à 15 millions de francs ont été offerts aux athlètes ivoiriens par l'Union cycliste internationale. Le 13e championnat du monde de Wushu s'est déroulé à Jakarta, en Indonésie, en son et en images. Les meilleurs de la discipline ont gratifié le public d'un spectacle de haut niveau. Du tennis, de l'escrime et le rugby seront également au rendez-vous dans ce Lundi Sport. Nous recevrons deux invités au cours de ce magazine, notamment Jean-Baptiste Assier, qui est le directeur général de la Fédération ivoirienne des sports de Sour, et Cissé Salam, le premier taekwondoïne ivoirien qualifié pour les Jeux olympiques de Rio 2016. On démarre en image avec le Club 8 qui nous livre un cocktail d'athlétisme, de boxe, de cyclisme et de taekwondo préparé par Salif Ouattara, Cathy Touré et Anne-Marine Guessan. Une cérémonie festive pour la sortie officielle des ceintures noires au titre de la saison 2015, devant un parterre de personnalités politiques, administratives et du monde des affaires. Ils sont au nombre de 500, admis au grade de premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième dan, et ils ont pour parrain Robert Begré-Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il a d'ailleurs été élevé au grade de ceinture noire à cinquième dan pour son soutien et ses nombreuses actions en faveur du taekwondo ivoirien. Maître Robert Begré-Mambé a enfilé de ce fait la tenue sacrée du taekwondo appelée Dobok. Je suis très heureux de me retrouver parmi les taekwondoïnes parce que le taekwondo est une école de la gagne, de la discipline et de la responsabilité. Les nouveaux gradés célébrés ont reçu leur diplôme. Après les remerciements au parrain, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, qui entrevoit déjà les Jeux olympiques de Rio. En février déjà 2016, chercher à placer encore au moins 3 combattants pour les Jeux olympiques. Donc c'est le plus grand défi. Et le deuxième défi, avoir les moyens pour leur préparation, les 6 mois qui vont suivre, les 5 mois, pour que nous n'ayons pas fait la figuration aux Jeux olympiques, que nous revenions avec une médaille comme Thiago l'a fait. Rentré vendredi nuit de son expédition heureuse du Mexique, Cissé Salah Junior, premier qualifié taekwondoïne aux Jeux olympiques 2016, était présent à cette sortie officielle dégradée ceinture noire 2015. Belle ambiance également du côté de la Ligue communale d'Atekoubé qui organisait son 5e passage de grade de l'année 2015. Les taekwondoïnes qui ont investi la cour de la marine d'Atekoubé ont livré de belles prestations. Démonstration des techniques de base, Poumsi, attaque et défense, vérification des connaissances des élèves. Je vais vous donner tous les éléments. Chacun va choisir un élément sur lequel il veut intervenir. On est d'accord? Donc il y a la rigueur, la justice, le courage et la responsabilité. La justice au taekwondo, ça permet de respecter les supérieurs hiérarchiques et puis bon, d'être impartial dans tous les contentieux. La rigueur, c'est... Le taekwondo me donne la responsabilité dans ma famille, la responsabilité au sein de la société, la responsabilité au niveau de mon lieu de travail. Les athlètes ont été évalués par les instructeurs de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Au final, 94 candidats sur les 95 inscrits ont été déclarés admis.
Symbole de connaissance et de force, l'acquisition des danes indique la progression et les qualités sportives du pratiquant. En matière d'examen, on ne peut pas dire qu'on bénéficie à 100%. Mais je pense qu'au niveau de la Ligue d'Atekoubé, nous avons déjà les 90% des pratiquants des arts martiaux taekwondo qui sont à un haut niveau. Pour la Ligue communale d'Atekoubé qui a glané une quinzaine de médailles lors des compétitions nationales, ce passage de grade aura permis à Maître Bassolé Francis et ses poulets de préparer l'Open Noël 2015, compétition réservée aux enfants de 5 à 11 ans, prévue le 19 décembre prochain. J'ai le plaisir de remettre donc à un membre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de cyclisme un vélo de course. Par la remise de ces nouveaux vélos de course contre la montre individuelle, le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme vient de soulager les éléphants cyclistes qui connaissent des problèmes récurrents de matériel. Dotés de roues lenticulaires avec pour effet de minimiser la traînée aérodynamique, ces vélos de course, au nombre de 7, devraient permettre aux éléphants d'être plus performants et plus rapides. Aujourd'hui, avec donc l'arrivée de ces vélos, certainement que les Ivoiriens seront encore plus performants dans les prochaines batailles. Là, il s'agit de vélos uniquement pour l'équipe nationale. Ils sont au nombre de 7. Et comme vous savez, une équipe de cyclistes est composée de 6 cyclistes. Et donc, il y a même un vélo qui va servir de secours pour le cas où un des cyclistes viendrait à avoir des problèmes pendant le parcours. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, ces équipements constituent un ouf de soulagement pour Amidou Sankara et ses coéquipiers qui ont longtemps souffert du manque de vélos adaptés à la course contre la montre. Une situation constatée d'ailleurs lors du récent Tour de Côte d'Ivoire. Lieu par excellence de la formation des jeunes athlètes, le centre Muriel Aouré de Yamoussoukro a ouvert ses portes le samedi 12 décembre à 84 gosses venus de toutes les régions. Objectif visé par la Fédération ivoirienne d'athlétisme, détecter des talents pour en faire des champions. Pour cette 4e édition, 3 épreuves, les 80 mètres, les 500 mètres et le saut en longueur. À ce jeu, Bayoko Isiaka de la Ligue de Boaké, 15 ans, se classe premier chez les hommes. Il réalise un chrono de 10 secondes 80 centièmes aux 80 mètres, 1 minute 16 secondes aux 500 mètres, 4 mètres 39 au saut en longueur. Chez les dames, Kwasi Akissi Lima de la Ligue de Yamoussoukro, 13 ans, rafle les compteurs. 12 secondes 80 centièmes aux 80 mètres, 1 minute 44 secondes 30 centièmes aux 500 mètres et 3 mètres 05 au saut en longueur. Des performances qui seront consolidées au centre Muriel Aouré. Pour un meilleur suivi, pour qu'il y ait de la relève par rapport à nos champions. Le centre, c'est une très belle expérience que nous ne sommes pas prêts de lâcher si tôt. Ouvert en septembre 2013, le centre Muriel Aouré a déjà accueilli plusieurs pensionnaires, dont Cissé Gueux Arthur, médaillé d'or du relais 4x100 mètres des Jeux africains de Brazzaville, désormais pensionnaire du Centre international d'athlétisme de Dakar. Les boxeurs ivoiriens se sont donné rendez-vous du 5 au 7 décembre à Grand Laou à l'occasion du championnat de boxe amateur. Heureux hasard du calendrier ou volonté de la fédération, ces journées pugilistiques se sont déroulées à la date commémorative du décès du plus célèbre amateur de boxe en Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Pendant 2 jours, les boxeurs se sont éliminés par catégorie et fatalement, seuls les plus méritants se sont présentés pour les combats finaux. Ainsi, chez les poids coqs, la victoire est revenue à Koneyaya de Guêpe Noire d'Abobo par abandon. Sidibé Ali de Angré Boxing est venu à bout au point de Touogei de Kennedy Boxing de San Pedro en bleu-rouge. L'opposition chez les mi-moyens entre Kwasi Yao Mathias de la SOA et Sanogo Abdoulaye de ABC Lorokodjo a tourné à l'avantage du militaire en tenue orange. Le combat attendu chez les mi-lourds entre Yoda Aboubakar et Kambiré Olo n'a pas atteint le terme de la première reprise. Kambiré Olo en noir, en position défensive, porte un contre. L'uppercut est fatal à Yoda qui s'écroule.
Grand Laou émerveillé peut célébrer au lot. Le dernier combat a vu la victoire chez les lourds de Ouattara Lanciné de ABC à Tekoubé en blanc et noir sur Kodjo Charles par abandon. Très heureux du succès populaire de cette réunion de boxe, le président de la fédération, le général Soumaoro Gaoussou, a tenu à honorer les autorités de Grand Laou pour leur sollicitude et la population pour l'accueil des boxeurs. Nous le disions d'entrée, Cissé Salah est le premier taekwondoïn ivoirien qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Nous le recevons sur ce plateau. Bonsoir Cissé. Bonsoir, bonsoir. Alors la nouvelle est tombée avec beaucoup de satisfaction. Retour sur ce parcours qui vous conduit, on va le dire, à Rio. Ouais, il faut dire vraiment que cette journée a été vraiment difficile pour moi. Sur le plan mental, parce que là, d'entrée dans la compétition, j'ai perdu en quart de finale dès le premier combat. Et on attendait les nouvelles des 6 premiers qualifiés pour les Jeux. Donc jusqu'à la fin de la compétition, je n'étais pas bien mentalement. Et là, jusqu'à la fin, la nouvelle est tombée que je suis qualifié. Et je figure parmi les 3 premiers Africains à être qualifiés d'office pour les Jeux Olympiques. Alors après coup, qu'est-ce que vous ressentez encore? Oui, d'abord, en entrée de saison, j'avais 2 objectifs. C'est d'abord me qualifier parmi les 6 premiers. Et après, ne pas passer en figurant pour les Jeux. Et déjà, je suis qualifié, ça c'est une première satisfaction. Et après, maintenant, je ne veux pas passer en figurant aux Jeux Olympiques. Alors, est-ce que vous avez déjà un programme de préparation vous conduisant à ces Jeux? Oui, déjà, la préparation est dans la main des dirigeants. Mais bon, pour le moment, ce que je peux dire, c'est d'attirer l'attention des autorités, pour leur demander vraiment de l'aide et dire aussi que le taekwondo est une discipline qui envoie le plus de médailles en Côte d'Ivoire et il faut vraiment se pencher un peu plus sur cette discipline-là. Alors, rien n'est encore prêt pour votre préparation, c'est ça? Non, rien n'est encore prêt, mais bon, on est encore en train de demander de l'aide à tout le monde. Et rien ne se profile à l'horizon, il n'y a pas encore de proposition concrète pour le faire? Pas de proposition concrète, mais bon. On met tout dans la main du président et aussi dans la main des dirigeants. Ouais. Alors qu'est-ce que ça vous fait de le savoir? Vous êtes dépité ou vous avez encore espoir que ça va se faire très rapidement? Oui, on a encore espoir parce que c'est pas ce qui manque à la Côte d'Ivoire. Et là, il faut dire que vraiment, depuis une longue saison, parce que là, je tiens à dire merci au président de la fédération qui, malgré tout ce qui se passe, il a tenu à nous faire voyager pour qu'on puisse être dans le top 6. Et là, maintenant, c'est au tour des autorités de se pencher vers la préparation. Parce que les Jeux Olympiques, on n'y va pas comme ça. Il faut une très bonne préparation. Voilà. Déjà, même dans le top 6, les personnes que je côtoie sont vraiment des professionnels à tous les niveaux. Et là, donc, il faut vraiment se préparer, avoir une très bonne préparation pour aller aux Jeux. Alors, si c'est champion du monde de taekwondo à Rio, et si cela arrivait? Vraiment, bon. On s'est fixé des objectifs dès le départ et on s'est donné les moyens pour atteindre les objectifs. Et là, bon, c'est le travail. Ça veut dire que le travail et les prières ont payé. Donc, on n'a qu'à remercier le Saint-Esprit et continuer de se mettre au travail. Ouais. Voilà. Alors, on va vous dire merci et espérer que les moyens seront dégagés, mais au bon moment. Il ne faut pas que ça arrive à 2 jours de la compétition. Les moyens seront dégagés à temps pour vous permettre d'avoir une préparation efficiente. Ouais. Alors, on marche allègrement encore dans ce magazine. La Côte d'Ivoire était au dernier championnat du monde de Wushu à Jakarta en Indonésie. Ce fut un véritable saut dans la pénombre, nous dit Daniel Kwebikwalo dans ce reportage commenté par Anne-Marie Nguessan. Jakarta, la capitale indonésienne, a abrité du 13 au 18 novembre 2015 le 13e championnat du monde de Wushu. 74 pays ont répondu présents à l'invitation de la Fédération internationale de Wushu. Tout commence ce vendredi 13 novembre à 7 h du matin par la pesée des athlètes dans les différentes catégories.
Et déjà, la prise de contact avec la salle et les tapis où vont se dérouler les compétitions montre l'ampleur et le niveau des Sanda et du Taoulou. La cérémonie d'ouverture a lieu dans la soirée et l'Indonésie a une belle occasion de montrer à ses hôtes ce qu'elle a de valeurs culturelles. Au nom de tous les athlètes, 2 combattants prêtent serment et prennent l'engagement de faire ce championnat dans les règles et sans dopage. En présence du grand maître Jet Li, invité d'honneur de ce grand rassemblement. Jet Li a révolutionné le wushu au plan international par ses films. Et avant de donner le top départ de la 13e édition du championnat du monde par 3 coups de gong, Jet Li a donné quelques conseils aux athlètes sur la pratique du wushu en reconnaissance de ses mérites. La Fédération mondiale, les autorités de la ville de Jakarta et le ministre indonésien du sport l'ont couvert de présents. Samedi 14 novembre, il est 8h30 à Jakarta, soit 1h30 du matin à Abidjan. Le premier Ivoirien entre en lice dans 7 heures. Et c'est le jeune Touré Mohamed dans la catégorie des 75 kg en sanda. Une lourde responsabilité que mesure Denis Banoro, le directeur technique national. Une victoire ouvrirait la voie du succès à la Côte d'Ivoire. 14h30 à Jakarta, 7h30 à Abidjan. À l'heure du combat, Touré Mohamed foule timidement le tapis du ring et ne semble pas du tout inquiéter son adversaire chinois. Au premier round, Touré Mohamed est poussé par 2 fois hors du ring, perdant du coup cette étape. Touré Mohamed tentera de marquer des points dans le 2e round, mais ses attaques ne sont pas percutantes. C'est naturellement donc qu'il perd ce combat 0-2. Dommage pour l'Ivoirien qui était attendu par ses coéquipiers dans cette entrée en matière. Dimanche 15 novembre 2015, il est 10h à Jakarta, 3h du matin à Abidjan. L'Ivoirien Doumbia Mohamed ouvre le bal de la 2e journée du championnat du monde de wushu dans la catégorie des 56 kg face à un Indonésien. Un peu attentiste, Doumbia Mohamed laisse l'initiative du combat à son adversaire qui l'envoie au tapis à plusieurs reprises. Ses attaques un peu faibles et pas percutantes sont contrées par l'Indonésien qui remporte les 2 rounds. Ils n'étaient pas les seuls Africains, les Ivoiriens, à ce championnat du monde de wushu. Le Sénégal a été représenté par un seul athlète, Nden Diop en noir, dans la catégorie des 65 kg. Trop frêle pour rivaliser avec son adversaire, un Turc, Diop, qui fait de la lutte statique, est dominé par son adversaire. Du chaos, il y en a eu au cours de cette 2e journée, chez les 65 kg. Duran Grant du Canada en rouge face au Biélorusse Jorgen Smith. Le Biélorusse, plus technique et précis dans ses coups, remporte le premier round. Malgré le retour du Canadien dans le 2e round, c'est le Biélorusse qui est déclaré vainqueur au terme de cette confrontation. 2e combat de la journée pour la Côte d'Ivoire dans la catégorie des 70 kg. Dao Abdulkader en noir affronte le Coréen Yang Kyu. Le combat est bien engagé pour l'Ivoirien, qui fait presque jeu égal avec son adversaire. Mais l'inexpérience de la haute compétition aura raison de Abdulkader qui perd le premier round. Dans le second round, c'est le Coréen qui se jette dans la bataille, touchant Abdulkader au cervical. L'Ivoirien est KO. Le corps médical est prompt. Le coup est plus sérieux et l'état de l'Ivoirien est plus que préoccupant. Lundi 16 novembre 2015, 3e journée, la Côte d'Ivoire est présente avec Doumbia Ousmane dans la catégorie des 60 kg face au Philippien Francisco Solis en rouge. Le premier round à l'unanimité des 5 juges est remporté par Francisco. Doumbia Ousmane, qui connaît une fin de round difficile, est sauvé par le gong. À l'appel du second round, pas d'Ivoirien. Les coachs, par ce jeu d'éponge, estiment qu'il ne peut plus continuer. L'apprentissage de la haute compétition se poursuit pour les Ivoiriens. Le seul poids lourd de l'équipe d'Agofani
entre en lice face au Kazakh Kouman chez les plus de 90 kilos. Les premiers échanges sont violents. Dago a pour lui son courage devant un technicien et un bûcheron. Pour stopper l'avancée de Dago, qui a complètement baissé sa garde, Kouman décoche d'abord ce crochet du droit qui envoie l'Ivoirien au tapis. Dago se remet de ce coup, mais pas pour longtemps. Sur ce retournement du pied droit, Kouman va ruiner les espoirs de Dago Fani qui est KO. Dur les réalités de la haute compétition. Le seul Ivoirien engagé en taoulou ou démonstration s'appelle Adjoumani Kouabena Béranger, un Ankwan. Sa présentation est un peu timide. L'habillement et la démonstration ne sont pas non plus de bon niveau. Et le tableau présenté montre la note de 7,95, insuffisant pour rivaliser avec les autres adversaires. Il se classe 17e sur 18. La compétition en taoulou fut une véritable démonstration de style. D'abord chez les dames, où on a admiré à loisir l'élégance. Chez les hommes, c'est la vivacité et la promptitude dans les gestes qui a été mise en avant. Et la cerise sur le gâteau, le taoulou en duo, dans un combat simulé. Ce n'est pas un trucage, mais de la réalité. Une expédition dont se souviendront longtemps les Ivoiriens. Je n'ai pas réalisé, je suis réveillé à l'hôpital après le chaos. Le combat, ça allait, mais à la fin, il y a eu manque de sous. Et puis bon, l'accompagnement est mon genou aussi. J'étais monté avec plus d'espoir, essayer de mettre l'adversaire au chaos pour pouvoir avancer dans la compétition. Malheureusement, j'ai encaissé le coup, j'ai mal encaissé le coup et je suis tombé. C'est le fait des combats, hein. Ça arrive. Le manque de compétition organisée ces 2 dernières années par la Fédération africaine a été beaucoup pour ça. Parce que c'est dans ces rencontres-là qu'on fait nos armes. Techniciens et athlètes ivoiriens ont désormais une idée de leur valeur et pourront se préparer en conséquence pour le prochain mondial qui aura lieu en Russie en 2017. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de... Ouverture de la saison sportive en escrime, initiation des classes biberon à la pratique du rugby, séminaire de formation d'entraîneurs de tennis, voilà qui meuble le bonus de ce lundi. Trois experts internationaux de la Fédération internationale de tennis, Amine Ben Makoulf, Cyril de Genevois et Jean-François Blanco, ont été cooptés par le Comité national olympique pour accroître les connaissances des entraîneurs de tennis. Des officiels comme le vice-président du CNO, Lucien Kouakou, et Marcel Yano de la Fédération ivoirienne de tennis étaient à cette cérémonie d'ouverture. 18 entraîneurs nationaux et 7 autres de la sous-région, soit 25 entraîneurs, ont l'opportunité de bénéficier de ces outils pédagogiques, des stratégies et tactiques pour un seul but, la performance sportive. 4 jours, c'est la durée du séminaire qui va permettre d'accroître les connaissances de ces entraîneurs de tennis. Défense, engagement, réception des balles, les tours croisés pour créer des situations réelles,
Les jeux en ligne, droite et gauche, des tirs droits, des jeux de filet ont meublé la phase pratique lors du 3e jour du stage des entraîneurs de tennis. 2 heures d'horloge, c'est la durée des entraînements physiques avec Jean-François Blanco et 6 jeunes tennisman où les nouvelles techniques et stratégies du jeu de tennis ont été mis en exergue. Le tennis a complètement évolué. Avant, comme on disait par exemple, on faisait faire courir les enfants. Aujourd'hui, avec la nouvelle technique, c'est permettre aux enfants de bouger sans vraiment les fatiguer. Il s'agit pour moi d'enfants de club et je trouve que le niveau est très très bon. C'est-à-dire que le club ici fait du très bon travail de formation. Ils sont bien éduqués, ils ont de bonnes habitudes sur le plan physique, c'est une très bonne chose. Après, la difficulté pour eux, c'est que le terrain est très rapide. Le 11 décembre, dernier jour de cette formation, a été sanctionné par une cérémonie solennelle de clôture au siège du Comité national olympique. Les félicitations et remerciements ont meublé le premier volet de la cérémonie, suivi par le discours de Margaret Adebola, qui s'est prononcée au nom de tous les participants. Et enfin, par la phase des cadeaux aux experts. C'est un séminaire qui a couvert toute la partie développement d'un joueur de tennis, à savoir sur le plan entraînement physique et entraînement tennistique. Je pense que ça s'est très très bien passé dans de bonnes conditions. Les candidats étaient très très motivés par les informations qui leur ont été prodiguées. Pour rappel, ce séminaire régional des entraîneurs de tennis de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu du 7 au 11 décembre au siège du Comité national olympique, fait partie du projet des activités du CNO de l'année 2015. Week-end festif pour les enfants rugbymen de Yamoussoukro et ses villes environnantes. Rencontre avec la balle ovale, apprentissage de systèmes de jeu et de techniques de plaquage. Les enfants font ici une approche non violente du rugby. Et tout ça que c'est chouette. Je vais continuer à jouer rugby. On a eu des techniques, comment on fait pour arrêter des 3 quarts, c'est-à-dire ceux qui sont en forme, comment on fait pour les arrêter puis pouvoir progresser. J'aimerais jouer au rugby. Et sur un 15, c'est-à-dire celui qui est derrière, celui qui récupère la balle puis déploie ses amis. Récemment élu à la tête de la Fédération ivoirienne de rugby, Dr Elvis Tano a profité de cette initiative du Bélier Rugby Club pour expliquer un peu de sa vision, qui est d'initier les gamins à la pratique du rugby. Ces enfants que vous voyez n'ont pour certains jamais touché au rugby et c'est une joie de pouvoir leur partager un peu ce bonheur-là que de montrer les valeurs du rugby à ces enfants. La cérémonie s'est poursuivie le dimanche avec un tournoi de rugby à 7 destiné aux moins de 15 ans venus des différentes ligues régionales. Occasion toute trouvée par les responsables fédéraux pour honorer le conseil régional du Bélier. Récompense et démonstration des 3 armes de la discipline escrime sont les 2 axes de la cérémonie d'ouverture de la saison 2015-2016. Les minimes et les cadets ont simulé les jeux d'épée dont la finalité est de toucher le corps de l'adversaire avec le bout de l'épée. Pour le fleuret, où la cible est également tout le corps, les adversaires sont plus dynamiques et rapides dans le combat. Un combat de sabre a été engagé. Ici, le but est de toucher la tête de l'adversaire. Après les démonstrations, les meilleurs athlètes dans les catégories minimes, cadets, juniors, seniors, filles et garçons ont été récompensés. Le club Dynamo, pour la 6e fois consécutive, remporte le trophée des clubs, suivi du club Réflexe. Bravo à Dynamo, bravo au président que je suis. Cela dit, j'ai peur de la monotonie, étant entendu que chaque fois c'est le Dynamo. Je souhaiterais que mes autres clubs se mettent au diapason du Dynamo afin de rivaliser. D'abord, de faire en sorte que nous puissions mettre nos disciplines à l'école. Le deuxième engagement, c'est que nous allons communiquer différemment que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Pour cette nouvelle saison, le président de la Fédération ivoirienne d'escrime, Souleymane Sako, entend développer la discipline et atteindre un objectif de 1000 licenciés. Le congrès constitutif de la Fédération africaine de football des sourds se prépare activement. Nous recevons sur ce plateau M. Jean-Baptiste Assier, qui est le directeur général de la Fédération ivoirienne des sports de sourds. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Zama. Alors, jusqu'à ce soir, peut-on savoir à quel niveau se trouvent les préparatifs de ce congrès? Bon, il faut dire que les préparatifs vont un bon train.
et le congrès prévu du 16 au 19 décembre prochain, donc dans cette semaine. Et nous attendons 15 pays africains, également l'arrivée du président de la Fédération mondiale de football des sourds et celui du comité international des sports des sourds. Et nous avons demandé l'appui de l'État de Côte d'Ivoire et nous voulons dire merci à monsieur le ministre des Sports qui, cet après-midi, nous a permis d'avoir une séance de travail avec deux de ses collaborateurs, notamment madame la directrice des sports de haut niveau et également le directeur de communication pour parler du soutien financier, bien entendu, de l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous espérons que d'ici demain, nous pourrons avoir gain de cause pour avoir le soutien de la Côte d'Ivoire. Pourquoi le soutien de la Côte d'Ivoire? Parce qu'en dehors de l'aspect touristique, économique et autres, il y a le fait que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de lycée collège de sourds. Et tous les enfants qui sont admis pour la classe de 6e sont orientés dans les lycées et collèges classiques de Côte d'Ivoire. Et aucun professeur de Côte d'Ivoire ne connaît le langage des signes. Donc du coup, cet enfant sourd qui est allé au collège ne peut pas du tout suivre les cours. Donc dans notre projet, après d'avoir organisé le congrès, puisque la Côte d'Ivoire est candidate à la présidence de la nouvelle confédération qui va être créée. Également, nous avons présenté la candidature d'Abidjan pour abriter le siège. Donc l'un des objectifs majeurs, c'est de construire un institut où il faut associer le sport et les études. Donc, alors, monsieur Assi, est-ce que la création d'une telle confédération a un rapport avec la construction d'un institut? Oui, ça fait partie des objectifs, puisque les enfants sourds, la pépinière des enfants sont au niveau donc, de l'école des sourds. Nous avons échangé beaucoup de fois avec le directeur de cette structure. C'est un domaine délicat pour les sourds, donc nous avons déjà un projet dans ce sens-là où il faut construire un institut pour que on puisse associer les études et le sport. Donc tous les enfants qui pourront être, les enfants qui pourront être admis et pourront, pour le collège, pourront aller donc dans cet institut. Donc nous avons des partenaires qui sont prêts à nous financer dans ce sens, mais il faut tout d'abord pouvoir créer la confédération. Et comme je l'ai dit, nous sommes candidats à la présidence et également pour qu'Abidjan abrite le siège. Il faut noter que c'est en avril dernier que nous étions partis à Moscou pour avoir l'autorisation de la part de la Fédération mondiale de football des sourds. Donc c'est un événement majeur, événement qui sera donc supervisé par l'instance mondiale. Donc nous invitons toute la Côte d'Ivoire à apporter son soutien à la Fédération des sports des sourds. Et dans le programme, le 17, et déjà le 16, mercredi 16, toutes les délégations arrivent à Abidjan. Le lendemain 17, jeudi 17 décembre, il y aura donc l'adoption des statuts et règlements intérieurs de la nouvelle confédération. Et le vendredi 18, dans la matinée, nous passerons donc aux élections. Élection du président de la nouvelle confédération, du commissaire au compte et également du pays qui va abriter le siège. D'accord. Alors, monsieur Assi, on aura l'occasion de vous recevoir voilà, pour parler de tout ça. Il y a un match amical Côte d'Ivoire, Mali, prévu au Stade Jean-Paul de Makori. Voilà. On va vous dire merci d'être passé. On aura l'occasion d'aller plus en profondeur dans cette création de la confédération. On verra bien si cela nous conduit à une Coupe d'Afrique des Nations de sourds, de football bien sûr. Merci d'être passé. Nous nous retrouverons très prochainement pour parler de cette fédération qui va naître très bientôt. Kevin Zougoula, l'ancien buteur du CW Sport de San Pedro, parti à l'aventure la saison dernière, est de retour avec le même appétit de carnassier. Pierre Claver Bensonanka en parle ici dans cet élément préparé par Koulibaly de Seydou. Un vrai coup de massue. L'Azida Bengourou a proprement étrié Yopougon Football Club au bout d'un match parfaitement maîtrisé par les princes de l'Indénié. C'est d'abord Kone Moussa de la tête suite à un corner qui ouvre la marque à la 32e minute de jeu. Un but qui coupe les ailes à une équipe de Yopougon qui avait pourtant pris les commandes du match mais manqué de réussite. Zoï Junior puis Towasawali par 2 fois avait raté le coche. Dans la foulée, Zougoula Kevin touche le poteau gauche de Yopougon avant de profiter d'une grossière erreur du gardien. Sanguisso Nabil relâche un ballon
Zougoula Kevin en embuscade en profite pour inscrire le deuxième but de l'Asie à la 45e. L'ancien meilleur buteur de ce championnat de Côte d'Ivoire remet le couvert au retour des vestiaires. Un pointu sur une balle flottante pour son deuxième but personnel et le troisième de l'association sportive de l'Indénié à la 60e. Yopougon Football Club est aux portes du cimetière et la frappe limpide de Diomonte Ibrahim qui chauffe les grains de Sanguisso avant de finir dans les filets enterre définitivement Yopougon à la 66e minute. Quand on a la foi, la résurrection est possible et Yopougon doit s'en souvenir pour les journées à venir. En attendant, il faut saluer le bel exploit des hommes de l'Indénié. Zougoula Kevin is back. Par 2 fois, il a trouvé le chemin des filets face à Yopougon Football Club et participé ainsi largement au succès des Princes de l'Indénié, 4-0. Zougoula Kevin, double meilleur buteur de la Ligue 1 en 2012 et en 2013, est vraiment de retour. Il a retrouvé toutes ses sensations après une période de doute. Muet depuis son arrivée dans l'Indénié, Zougoula a frappé par 2 fois face à Yopougon. 2 buts de renard de surface. Sur le premier, il profite bien d'une faute de main de Sanguisso. Le goal de Yopougon pour ouvrir son compteur. Le deuxième but est une réalisation à la Gerd Müller. Un pointu sur un ballon flottant et une sortie hasardeuse du goal de Yopougon. En marquant par 2 fois, Zougoula a montré qu'il faudra compter avec lui et les Princes de l'Indénié cette année. Un optimisme partagé par Rigo Gervais, le directeur sportif de l'Asie Abengourou. Je pense que j'ai eu le nez creux en le faisant venir. J'ai été l'artisan de celui qui l'a fait venir à l'Asie. C'est bien vrai, quand il est revenu de la Guinée, plein de clubs le voulaient, mais j'ai réussi à le convaincre de le faire venir. Je pense qu'il est en train de me donner raison. Après un séjour infructueux à l'AS Kalom en Guinée, Zougoula entend se relancer dans le championnat de Côte d'Ivoire avec la Zida Bengourou. On y va avec les résultats complets de cette 3e journée de Ligue. Et vous le voyez, Moussou 3-0 face à Tanda, c'était la grosse surprise. Club Omnisport de Korogo battu par l'Africa 0-1. Soa CW Sport de San Pedro 0-2. Sporting de Gagnoa JCAT match nul 0-0. AFAD 1. AS Denguele 2, Azida Mengourou, on vient de le voir, 4-0 face à Yopougon Football Club et la SEC Mimosa, 1-0 face au stade d'Abidjan. La suite, c'est le classement, bien sûr. La belle surprise vient encore de Moussou qui est en tête. Moussou avec 7 points. L'Africa est 2e. La Société Omnisport de l'Armée 3e. La Zida Bengourou arrive en 4e position. La JCA est 5e. La SEC Mimosa 6e. La SEC qui a fait un bon qualitatif de la 12e à la 6e place. Le Club Omnisport de Korogo est 7e. Et donc voilà pour ce qui est de la tête, bien sûr, de ce classement. En milieu de tableau, on a l'AS Denguele, le stade d'Abidjan, et puis derrière, le CW Sport de San Pedro qui avait connu un début de saison difficulté l'année dernière et qui remet le plat. Yopougon 11e, AS Tanda 12e, le champion en titre. Le Sporting Club de Gagnoa est 13e. Et bien sûr, on y va tout de suite avec le programme de la 4e journée. La 4e journée qui va se jouer en semaine. Et donc, le mercredi 16, à Bondoukou, Tanda, AS, la Société Omnisport de l'Armée, à Boaké, AS Denguele, Stade d'Abidjan, au Parc des Sports de Trècheville, JCAT, CO Korogo, Africa, CW, c'est au stade Félix Soufé-Boigny, Yopougon Sporting Club de Gagnoa, à Robert Champrou, et jeudi, Moussou affronte l'Asie d'Abengourou au Parc des Sports, quand la SEC Mimosa livre bataille à l'AFAD, c'est au stade Félix Soufé-Boigny. Voilà pour le programme de cette 4e journée. On va enchaîner parce qu'il y aura la 4e, la 5e et la 6e journée. Pour le moment, c'est le programme de la 4e. On va parler de football sur le plan africain.
les éliminatoires de la Ligue africaine des champions 2016. Le club africain de Tunisie sera face à l'AS Tanda et le champion tchadien face à l'ASEC Mimosa. Et en Coupe de la Confédération, l'Africa affronte les Diables Noirs du Congo quand Gagnoa sera face à l'Union sportive des forces armées et de sécurité du Mali. Les rencontres allées auront lieu le 12, le 13 ou le 14 février 2016 et les matchs retour le 26, le 27 ou le 28 février 2016. Au regard de son aisance financière et sociale, ceux qui réussissent en football appâtent aujourd'hui la plupart des jeunes. Mais le football est-il toujours la terre promise? Samira Ouedraogo s'est penchée sur la question. Son commentaire est dit par Aude Marguerite Alébé, panneau spécial. Attirés par le salaire faramineux des footballeurs, plusieurs jeunes veulent leur ressembler. Ils estiment que c'est le moyen le plus facile de se faire de l'argent, contrairement à l'école. Ces jeunes passionnés de football mettent alors fin à leurs études prématurément et intègrent des centres de formation de football afin de réaliser leurs rêves. Mais ils oublient sans doute que ce sport est devenu professionnel et qu'une carrière de footballeur est incertaine. Le centre de formation Jeunesse Football Club de Marcory, créé depuis 1998, accueille par contrainte les jeunes qui ont abandonné les études, pour certains en classe de 3e, 6e et même au CM2. Yapo Kader, âgé de 14 ans, a quitté les bancs volontairement en classe de 6e. Pour lui, le football et les études ne vont pas ensemble. Le seul moyen de devenir footballeur est d'intégrer un centre de formation. J'étais plus concentré au foot que l'école. J'ai fait un choix. Je préfère jouer au foot que d'aller à l'école. Très souvent, certaines personnes rejettent la faute sur les centres de formation qui ne prennent pas le temps de sensibiliser ces jeunes. Pourtant, les parents ont aussi leur part de responsabilité. Ils rêvent tous de voir leurs enfants devenir des stars du ballon. C'est la priorité chez nous. Voilà, parce que nous-mêmes, nous sommes affiliés à la Fédération ivoirienne de football. On nous impose qu'on laisse les enfants aller à l'école. Donc d'abord, quand les parents viennent avec les enfants, première question qu'on pose aux enfants d'abord, aux parents, est-ce que l'enfant va à l'école? Aujourd'hui, les jeunes gens, en tentant de voir les yaya aujourd'hui toucher des millions par an, les parents aussi accompagnent dans ça. Je dis non, la chance que ceux-là ont eu, ils ne peuvent pas avoir la même chance. Mohamed Diagne, âgé de 21 ans, a abandonné les études en classe de 3e avec la complicité de ses parents. Satellite FC est le club où il a entamé son périple avant de rejoindre la Tunisie en 2009 pour un test de recrutement qui a été non concluant. 3 ans plus tard, soit en août 2012, Mohamed Diagne refait ses valises pour la Russie. Il y a un parcours un peu désagréable. Il y a eu d'abord le centre de formation Satellite Football Club du Plateau. Et après Benesto et Yopougon. Après Benesto, 2009, je suis allé en Tunisie. Ça n'a pas marché, j'ai dû rentrer avec encore un faux manager. En 2012 encore, je suis allé toujours avec un autre manager encore à Moscou pour un test. Arrivé à Moscou pour le test, on n'a plus revu le manager, on était livré à nous-mêmes. J'ai dû rentrer et là, jusqu'à là, je suis sans club. Le parcours de la Tunisie, c'est par le canal aussi de ma soeur qui a rencontré quelqu'un en France qui lui a dit « Ah, j'ai mon frère qui joue au foot qui est à Abidjan ». On nous a mis en contact avec un de ses amis ici, on allait les rencontrer. Il nous a demandé une forte somme de 1 500 000. Que c'était pour lui son billet et moi mon billet pour aller faire le test. Alors moi je suis parti 4 jours avant lui, le 3 décembre ou le 5 décembre. Je n'ai même pas pu faire le test. J'ai passé mon temps à l'hôtel. C'est ça qui était l'erreur aussi. Comme on a opté pour le foot et puis c'est ça. On voulait à tout prix voyager quoi. On s'est dit que la réussite c'est là-bas. Donc voyager et puis aller tenter la chance. Bon, le conseil,
mon cas est là, c'est pour leur dire d'opter toujours pour les études. Même si le foot est une passion, qui opte toujours pour les études. Le foot, ça vient après. Parce que tu peux tout laisser et puis être dans le foot. Demain, tu as les jambes cassées, tu ne peux plus rien faire. Or, les études, d'abord et puis le foot après. Diagne n'a pas été le seul à faire ce choix. Il a été soutenu par ses parents. Quand il a évolué dans ce sens-là, nous on a trouvé que c'était pas mal. C'est un choix qu'il a fait par rapport, parce que quand il partait à l'école, c'est vrai, les études ça marchait pour lui très bien, mais il faisait études football, sport, comme on l'a dit. Et en partant toujours à l'école, mais vers la fin, il a opté pour le football avec son niveau. J'ai demandé, mais pourquoi tu veux arrêter? Il dit non, le football, ça lui intéresse. Comme je dis, il y a études football, mais tu peux continuer. Il a dit non, mais il a essayé de continuer, mais ça n'a pas trop marché vers les études. Comme il avait des talents de footballeur, il s'est approché de ses amis qui étaient bien dans ce sport-là. Et de contact en contact, il est rentré en contact avec des managers qui l'ont encadré. Et dans l'encadrement, ça l'a apporté un peu. Je suis responsable aussi quelque part, parce que tout ce que je venais me dire, j'acceptais tout. Parce que c'était ça, il aimait tellement le foot. Quand le chef, tu ne le vois pas, il est où? Il est en train de jouer au ballon. Lorsque je viens me présenter, son coach, c'est avec lui que je m'entraîne à Yopougon. Donc je lui donne les moyens pour aller jusqu'à Yopougon pour les entraînements. Je regrette, parce que s'il avait fait les deux ensemble, ce serait encore mieux, parce que là, le football, il a arrêté. Or, s'il avait continué, il a mis les moyens aussi pour les études. Aujourd'hui, là, il travaillait. La Fédération ivoirienne de football ainsi que le ministère des Sports devraient s'impliquer davantage en créant plusieurs écoles de formation de football qui associent le sport et l'étude. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de... Centre Domoro, stade d'Abidjan, entente sportive de Benjerville, Blaisadi Hortalin, Jean-Malik alias Kidiaba, le portier de l'Africa Sport d'Abidjan, a déjà fait du chemin dans le milieu du football en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Mais quelle est l'autre face du gardien de but de l'Africa Sport d'Abidjan? Salif Ouattara fait partie des initiés qui le savent. L'autre côté. Ok. 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 Ne soyez pas distraits. Une fois la balle qu'on shoot, faites un effort, c'est le ballon qui est votre camarade. C'est lui qu'on cherche. Empêchez le ballon de rentrer dans le filet. Lorsqu'il se blesse à la main en pleine saison 2014-2015, il sait qu'il vient de manquer le titre de meilleur gardien de la saison qu'il lorgnait. Ce gaillard d'1m92 devra se contenter du titre de joueur le plus élégant de la saison que lui accordent des journalistes et observateurs du championnat national ivoirien. Intérieur, pied gauche. Intérieur. Ouais, intérieur seulement. Change pied droit. Son nom, Blaisadi Hortalin Jean-Malik, né le soir du 7 novembre 1989 à Guibérois, 92 kg. Sa success story se colle à celle de son club, l'Africa Sport. Vainqueur de la Coupe nationale le 7 août 2015 à Gagnoa, face aussi au Boisflé, et tombeur de l'AS Standard le 21 novembre dernier à Yamoussoukro en Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Rencontre avec le Kidiaba des Aiglons, chouchou des supporters rouillés.
Merci de nous recevoir dans ce cadre enchanteur, le jardin de la cité Elias, de la Riviera Golf. C'est un cadre familial que vous connaissez bien et vous avez passé une partie de votre adolescence ici. On sait que vous êtes évangéliste confirmé, la famille est catholique. Prenez l'engagement de nous dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. On va parler d'abord de votre enfance. Vous étiez du genre bandit ou calme? En fait, j'étais un peu des deux. J'étais calme dehors et très turbulent dans la maison. C'est-à-dire, j'aimais pas qu'on me parle. Quand j'ai des tâches à faire, il faudrait que ça soit moi-même je le sente. J'aimais pas que ce soit mon père ou ma mère m'interpellait sur ces tâches-là. Donc, quand on m'interpelle dessus, oh, c'est fini, je m'enflamme. Donc, ça créait souvent des petites disputes à la maison. À l'école, je n'étais pas trop bavard parce que j'avais beaucoup honte. J'avais honte de ma manière de parler. Parce que dans mon temps d'enfance, je bégayais. Nous ne voulions pas nous arrêter à votre simple commentaire sur cette enfance. Nous sommes donc allés interroger 2 témoins privilégiés de votre enfance. Regardez-les. Quand on dit toujours à un enfant, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, mais ça reste dans sa tête. On lui disait toujours qu'il était un bon footballeur. Qu'est-ce que tu fais à l'école? Est-ce que tu as vu ton papa? Mais Zadi même, il fait... Mes voisins l'appelaient le vieux Libanais. Donc tout ça là, ça rentrait dans sa tête et ça agissait sur lui. Et moi, toujours, j'étais en train de lui dire, on peut faire le football et aller à l'école. Imaginez un instant, en Afrique, c'est l'homme qui est le pilier de la famille. Et moi, j'ai fait 5 filles, un garçon. Et c'est le seul garçon en Afrique qui est l'héritier qui était en train de jouer avec moi pour aller à l'école. Un jour, on devait aller à la prière. Il dit, papa, on va aller à la prière. Je dis, non, je vais me reposer un peu. On était au 3e de l'immeuble, à la cité policière d'Aou. Mais je ne sais pas comment il s'est arrangé de passer par la fenêtre pour se mettre au balcon de leur chambre, en haut là-bas. Et quand ses amis l'ont vu, il y a un ils lui ont dit, il faut rester là-bas, ne descends pas, ne descends pas. Puis je suis venu à la fenêtre, j'ai vu qu'il était, et puis je l'ai pris et il est frappé. Des tatouages sur les bras, un gabarit qui impressionne et une crête de rockstar. Blaise a dit, vous êtes un tombeur de femmes. ça c'est vrai, c'est pas faux. Mais souvent, je me fais draguer souvent. Je me fais la rue, par moment où je me fais draguer, mais je ne vais pas plus loin que ça. Quoi. D'ailleurs, Zadi a une fiancée, Zadi a quelqu'un dans sa vie, même si elle n'est pas près de lui, mais on se parle tous les jours, on se voit tout le temps. Et puis d'ailleurs, si elle me regarde, j'aimerais lui dire que je l'aime beaucoup, que malgré la distance, je pense toujours à elle. Elle est où? On a parlé de la distance. Elle est précisément, elle se trouve à Paris. Quand Zadi n'est pas sur un terrain de football, comment est-ce qu'il passe sa journée? Zadi, quand il n'est pas sur un terrain de football, il passe sa journée généralement à la maison. Quand il n'est pas à la maison, il passe sa journée en salle de sport où il fait des renforcements musculaires au niveau du bas du corps. Mais quand Zadi quitte l'entraînement, précisément, lorsqu'il est midi, Zadi se rend chez sa bonne vieille mère, comme on a l'habitude d'appeler les grandes personnes, où il mange l'affectionnement du placali avec du thon blanc. Ouais. Zadi adore le placali et le thon blanc. Je ne peux pas m'en penser. Je peux manger ça 4 fois dans la semaine. 4 fois dans la semaine. Chaque midi précisément. Nous avons sur cette tablette des photos de 3 gardiens que vous connaissez bien. Vous allez les regarder et au fur et à mesure, vous nous dites ce que vous pensez d'eux. Ok. Ah, ça c'est Guaminalin. Malheureusement, je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai entendu parler de ses prouesses. Et puis, j'ai vu aussi quelques vidéos de la CAN 92, le pénalty qu'il sort. Et puis, c'est lui-même qui a même marqué le dernier pénalty. Il nous a donné la CAN en 92. En tout cas, c'est une légende pour moi. La prochaine photo. Ah, ça, c'est Tizé Jean-Jacques.
Ouais, ça c'est un grand frère à moi que j'admirais beaucoup. Je partais souvent regarder ses matchs lorsqu'il était à l'Africa. Et puis c'était un exemple à moi. Je voulais tout faire pour... À cause de lui, je voulais rentrer à l'Africa Sport. Parce que il est beaucoup talentueux. Il joue avec beaucoup d'expérience. Mais malheureusement, il n'a pas eu la chance que son confrère Kwame Allen a eu de pouvoir donner un trophée à la Côte d'Ivoire. Mais il nous a quand même qualifié pour le mondial 2006. La toute dernière photo? Ouais, ça c'est le miracle. Moi c'est comme ça que je l'appelle, le miracle. Kopa Barry, l'homme de la dernière minute, l'homme qui a surpris tout le monde lors de la finale. Les gens grognaient un peu lors de la finale, mais il a surpris tout le monde. En arrêtant le pénalty de son homologue gardien et en marquant aussi le dernier pénalty. Comme si l'histoire de 92 ans se répétait. En tout cas, je lui tire mon chapeau. Et puis, j'aurais aimé bien voulu passer en sélection en sa présence. Mais malheureusement, il a pris sa retraite internationale. Mais... On sait que vous êtes un grand admirateur de l'artiste nigérian Flavour. Son featuring avec P-Square, Sexy Rosé, vous avez dit. Nous avons ici cette vidéo. On voudrait bien voir Zadi Hortalin dans la peau de Flavour. Ma chérie Coco. Ma chérie Coco. Je peux me danser un peu. Hein. Non, mais quand la partie va arriver, parce que là, la partie n'est pas encore arrivée. Donc, quand la partie va arriver... Et voilà, à question de sport, les réponses sont toujours venimeuses ou croustillantes, c'est selon. Daniel Kwebikwalo fait sa livraison hebdomadaire et à la question de savoir ce que c'est qu'un pressing, voici ce que répondent ses interlocuteurs. Un pressing, c'est un presse. Bon, je ne sais pas comment je dois expliquer ça. Les mots me manquent, mais je vois dedans, je vois un presse. D'accord? Un pressing, bon, selon moi, c'est presser l'adversaire afin de récupérer le ballon, aller marquer dans le camp adverse. Il y a plusieurs cas de pressing, parce que moi je joue au foot. Le pressing, peut-être le coach peut dire, a fait le pressing sur tel joueur. Donc tu es obligé à chaque fois d'être peut-être à 10 mètres de ce joueur ou peut-être même à 5 mètres. Bon, le Barça a acculé dans sa défense, c'est le Real qui attaque et qui essaie de marquer. Bon, les joueurs du Barça ne font que se défendre. C'est comme ça que moi je conçois le pressing. C'est une attaque constante, une pression constante sur l'adversaire. C'est quand l'équipe adverse est en train d'être vraiment enculée. Ils sont dit pressing. Un pressing, c'est quand l'adversaire a le ballon et que les joueurs subissent beaucoup au fait. Donc ils aiment aller ensemble pour presser l'équipe adverse. Et presser le football, mais c'est compliqué pour moi. Hein. Moi, c'est pas facile pour moi ça. Ça là, c'est trop costaud. Il faut trouver un autre mot. C'est lorsque une équipe fait pression sur son adversaire. Quand ils ont le ballon, ils ne laissent pas un répit, quoi. Moi, ce que je vois pressing, c'est quand on accule l'adversaire. Ou bien? C'est une sorte de mettre, c'est une manière, je ne sais pas, de mettre une certaine intensité, une pression sur l'adversaire pour pouvoir récupérer le ballon, pour obtenir un but sur moi. C'est ce que je pense. Dans le mot pressing, il y a pression. Parce que c'est faire pression sur l'adversaire. C'est ce qu'on appelle le pressing au football. C'est lorsqu'un joueur attaque son adversaire. Un pressing, c'est quand la défense est acculée. Un pressing, c'est la manière de monter, hein, d'être sur l'adversaire, après l'adversaire de progresser. Un pressing, c'est le fait de récupérer le ballon très haut.
Le pressing est un thème anglophone, une tactique qui signifie que l'équipe essaie de harceler l'adversaire en possession du ballon afin de le récupérer le plus vite possible et d'éviter de se mettre en danger. Nous en arrivons au dernier élément de ce lundi sport. En sport, comme dans la vie tout court, l'humilité précède bien sûr la gloire. Il faut donc éviter les défis qu'on n'est pas sûr de relever. Regardons et surtout, n'en rions pas. C'est sur cette tentative de suicide que nous vous disons au revoir. Rendez-vous lundi prochain.